Bonjour à tous. Dans la série Les corrections des tests en ligne, voici la correction du bilan sanguin, test numéro 2, qui consiste à utiliser les 43 éléments que nous avions vus dans la première vidéo, dans le premier test, pour les associer, afin d'être capable d'évaluer une fonction hépatique, fonction rénale par exemple, ou la santé d'un organe en particulier. Vous pouvez accéder au test d'entraînement sur le site monifienligne.fr. Sur le site, rendez-vous à l'onglet de première année. Vous y trouverez les images qui mènent vers les tests. Choisissez celle-ci, les éléments du bilan sanguin, test numéro 2, et vous tomberez sur le test dont à droite, vous voyez un extrait. Ici est demandée la fonction hépatique, 4 éléments à trouver dans la liste des 43 éléments étudiés. À vous de les identifier. Et il en sera ainsi pour la fonction rénale, la fonction cardiaque, un bilan de nutrition, un bilan d'anémie, bref, de quoi vous entraîner à savoir exploiter correctement le bilan sanguin de votre patient. L'argument de ce TD, c'est dans la continuité du précédent. Nous avions vu 43 éléments séparément. Ici, il faudra les associer. Le but, c'est d'avoir une utilisation en situation des paramètres biologiques afin de pouvoir désigner tous les éléments du bilan sanguin qui sont nécessaires à évaluer une fonction ou la santé d'un organe. Le sens de l'enquête s'inverse. Ce n'est plus le bilan qui s'impose ligne par ligne, avec la recherche de ce qui va mal sur le bilan, ce qui est en gras, mais au contraire, la volonté d'aller évaluer une fonction grâce au bilan sanguin. Et donc, on a en tête les éléments qui permettent de définir la bonne santé du foie, par exemple, et on va aller les chercher sur le bilan sanguin pour voir s'ils sont dans les normes. Idem pour les reins, idem pour la fonction cardiaque. Votre patient est-il dénutri? Qu'est-ce qu'on doit regarder sur le bilan sanguin pour connaître l'état de nutrition de votre patient? Tout cela, c'est la conséquence du TD numéro 1 utilisé pour le TD numéro 2. Associer les éléments vus séparément dans le but de la fonction. Première partie du TD, le bilan biologique standard. Étudions ce qu'on peut étudier de façon globale, en routine, je dirais de façon très régulière, pour évaluer un état de santé en général, c'est-à-dire un check-up. C'est ce que fait le médecin quand il n'a pas d'idée particulière, on fait un petit bilan de contrôle. Commençons par le plus simple, les éléments d'une formule sanguine. Entre parenthèses, vous voyez qu'il y a écrit le chiffre 4, c'est-à-dire que dans la liste, on doit identifier 4 éléments. Tous les éléments sont ici, il y en a 43. Quels sont les éléments qui font partie de la formule sanguine simple? Il s'agit en premier lieu des hématies, ensuite des leucocytes, des plaquettes et de l'hémoglobine. La formule sanguine simple peut quelquefois comporter des éléments complémentaires, selon ce que demande le médecin, mais dans ce cas, je n'aurais pas marqué 4, et j'aurais marqué 5, 6, 7, 8, si j'avais voulu avoir des renseignements complémentaires. Un court élément de commentaire. 4 éléments de la formule sanguine simple, mettons ensemble hématie et hémoglobine, qui à eux deux nous permettent de déceler s'il y a une anémie. Si une anémie était déclarée, nous aurions hématie et hémoglobine qui seraient bas. Rappelons que les signes cliniques de l'anémie sont la dyspnée à l'activité, la fatigue et la pâleur des téguments. Le deuxième élément, ce sont les leucocytes qui informent sur la présence d'une éventuelle infection. Il faudrait rappeler qu'il y a la CRP qui doit être également élevée au cours d'une infection. Et troisième élément de la formule sanguine simple, ce sont les plaquettes qui témoignent de la capacité du patient à effectuer l'hémostase primaire, le clou plaquettaire. Baisse de plaquettes, risque hémorragique. Deuxième zoom sur une fonction simple, le bilan hépatique.
Vous voyez ici une image du foie en rouge foncé. Voilà. Ici, vous avez en vert la vésicule biliaire. Vous avez en vert également à l'intérieur du foie les canaux qui permettent de collecter la bile. La bile va descendre par le canal hépatique. Elle remonte en dehors des repas dans la vésicule qui stocke la bile. Et la vésicule biliaire va libérer la bile quand un besoin se fait sentir, c'est-à-dire quand il y a nécessité d'avoir la bile pour digérer les lipides. Et donc elle va se vider dans le canal cholédoque. Quels sont les 4 éléments du bilan hépatique simple? Parmi tous ceux qui sont proposés, nous retiendrons azate, alate, gamma-GT et phosphatase alcaline. Un petit mot complémentaire, comme à chaque fois. Azatalate, les transaminases ensemble, phosphatase alcaline, gamma-GT. Azate et alate, nous l'avons vu dans le test numéro 1, témoignent de la destruction cellulaire. Souvenons-nous, les azates ne sont pas spécifiques du foie, tandis que les alates, avec le L de liver, sont spécifiques du foie. Quand il y a élévation uniquement des azates et pas des alates, on peut supposer qu'il y a une atteinte musculaire dans le corps. Quand les deux sont élevés, on peut supposer que l'atteinte touche essentiellement le foie. Les gamma-GT apparaissent quand le foie est exposé à des toxiques. Le toxique le plus connu pour le foie, c'est l'alcool, mais d'autres éléments peuvent également, d'autres médicaments par exemple, peuvent augmenter le taux des gamma-GT. Et enfin, les phosphatases alcalines qui témoignent d'une cholestase, c'est-à-dire une stase de la bile, coller c'est la bile, cela signifie une difficulté de l'écoulement de la bile, et donc cette stase de la bile dans le foie provoque une augmentation des phosphatases alcalines. Phosphatases alcalines qui, en déclenchant cette conservation de la bile dans le foie, peut déclencher un ictère. Ça sera dans le bilan hépatique plus riche, plus large, et non pas le simple, que nous reparlerons de la bilirubine. Le bilan rénal maintenant. Vous voyez ici une belle photo avec un rein vu dans sa globalité en haut à gauche. En haut à droite, le néphron. Et ce qu'on voit en bas à droite, ce sont les éléments qui sont dans la capsule de Bowman. On voit le flocculus, les podocytes qui sont à la surface des capillaires. C'est là que vont sortir tous les éléments qui quittent l'artériole afférente pour tomber dans la capsule de Bowman et former l'urine primitive. C'est ici souvent que nous avons une atteinte glomérulaire avec la possibilité d'exagérer ou de diminuer la filtration du glomérule. On n'est pas en train de faire le cours rénal. Bien, quels sont les éléments du bilan rénal? Voici les 43 proposés. Urée et créate sont les 2 éléments qui nous permettent de suivre la fonction rénale. Urée, déchet du métabolisme des protéines, est éliminé par les reins. En cas d'insuffisance rénale, son taux augmente. La créatinine, elle, est un déchet du fonctionnement musculaire. Il est naturel d'en produire, c'est normal, au rythme du renouvellement musculaire qui peut être intensifié par un exercice intense, par exemple. En cas d'insuffisance rénale, tout comme pour l'urée, son taux augmente puisque la créatinine est éliminée par les reins. Entre l'urée et la créate, le marqueur le plus fiable est la créatinine car elle dépend de la corpulence du sujet. Corpulence nous détermine, on va dire, à peu près la masse musculaire. Elle n'est donc pas le reflet de l'alimentation, ce qu'est l'urée, puisque c'est la dégradation de l'alimentation protéique. Et donc, une alimentation en protéines différente entre 2 individus pourrait provoquer des taux d'urée différents, et même pour un individu lui-même, une surconsommation de protéines pendant un laps de temps va venir perturber la quantité d'urée sanguine. Pour approfondir, souvenons-nous que tout scanner injecté pouvant faire craindre
pour la fonction rénale sera autorisé à condition que la fonction rénale du patient soit bonne, et donc le radiologue vérifiera le taux de créatinine du patient et par là même la bonne santé du rein avant d'injecter le produit de contraste qui présente un risque pour le rein, qui est néphrotoxique. Un bilan de nutrition maintenant. Vous voyez ici à l'écran des choses intéressantes pour également mesurer la nutrition. Vous voyez en haut à droite un petit bracelet qui permet de mesurer le périmètre brachial, la mesure du pli cutané en bas à droite, et puis des abacs avec la taille en ordonnée et le poids en abscisse qui nous permettent de nous donner une indication sur l'IMC, calculer l'IMC, ce qui permet de savoir si le patient présente une obésité ou pas. Mais au-delà de cette obésité ou pas, il y a le bilan de nutrition. Quels sont les aimants qu'on pourrait cocher? J'en veux 3, pour nous donner un aperçu efficace de l'état de nutrition du patient. Il s'agit de l'albumine, son précurseur la préalbumine, et des protéines totales. Voyons cela un petit peu plus en détail. Protéines totales, albumine et préalbumine, c'était les 3 bonnes réponses. La protidémie, c'est une première approche qui permet de mesurer la quantité globale de protéines dans le sang. Ce n'est pas spécifique de la nutrition parce que dedans il y a également les gamma-globulines qui représentent un contingent important de protéines. Ce sont des protéines, ce sont même de grosses protéines. Il y en a beaucoup. Ce qui va nous intéresser davantage, c'est l'albumine, le deuxième élément qui est cité ici, qui est la protéine de référence. C'est la plus représentée dans le sang, elle représente plus de la moitié de toutes les protéines sanguines. Et en cas de hypoalbuminémie, on parle de dénutrition. Et puis, l'albumine est fabriquée par le foie. On peut en trouver dans l'alimentation, mais l'essentiel de l'albumine est fabriqué par le foie. Le foie fabrique cette albumine à partir des acides aminés issus des protéines de l'alimentation qui ont été découpées dans leur structure la plus fine, c'est-à-dire l'acide aminé. Je vous rappelle que les protéines, ce sont l'enfilade d'un nombre très important d'acides aminés. Quand le corps veut profiter des protéines pour se construire, on prend des protéines qui viennent de l'extérieur, on les digère, on les découpe en acides aminés, et après, par là-dessus, là, le corps fabrique de l'albumine à partir des acides aminés, à partir de la matière première qui a été récupérée des protéines de l'alimentation. Et donc, je vous explique tout ça, non pas pour seulement la culture générale, mais pour que vous puissiez comprendre pourquoi on dose la préalbumine. En effet, si on comprend que le foie fabrique l'albumine qui nous sert après dans le corps, eh bien, il y a toute une longue synthèse. On devine que tout ça ne se fait pas en un instant et qu'il y a une longue fabrication de l'albumine qui va passer par plusieurs étapes. Et la dernière étape, une des dernières étapes avant d'aboutir à la molécule finale, c'est la préalbumine. Et donc, la préalbumine devient l'albumine quelques jours après. Ce qui nous permet d'avoir dans le dosage sanguin une estimation du taux d'albumine dans les jours qui vont suivre. On dose la préalbumine et on se dit, tiens, si elle est élevée, tiens, je vais avoir un regain d'albumine dans les jours qui viennent. Et au contraire, si elle est effondrée, tiens, je pense que mon taux d'albumine dans les jours qui vont venir va diminuer. C'est donc en quelque sorte une prévision du taux d'albumine, de la variation du taux d'albumine. Éléments du bilan lipidique. Je veux 4 éléments. Notez ici sur ce très beau schéma l'importance de l'élargissement du vaisseau sanguin, vous voyez ici, qui est causé par des plaques d'athérome qui viennent se déposer, des lipides qui viennent se déposer dans la paroi du vaisseau sanguin. Voyez. Si cette plaque d'athérome se détache, elle peut aller plus loin, venir boucher, obstruer le vaisseau sanguin. Et on voit très nettement que la lumière du vaisseau sanguin est rétrécie. Quels sont ces 4 éléments?
il y a le cholestérol total, c'est l'ensemble du cholestérol, sans regarder de près. Et puis, plus précis, le bon et le mauvais cholestérol, le HDL, le high density, le bon cholestérol, le LDL, le low density, le mauvais, et la forme de stockage des lipides dans le corps, qui intervient également dans le calcul du taux total de cholestérol, les triglycérides. 4 éléments du bilan lipidique. Quelques commentaires. Donc, cholestérol total, c'est le HDL plus le LDL. Comme le HDL, c'est le bon, je vous rappelle que le taux de référence du bon cholestérol, c'est un plancher. C'est-à-dire que sur les bilans sanguins, vous aurez la valeur en dessous de laquelle le bon cholestérol ne doit pas descendre. Tout l'opposé pour le LDL, qui est le mauvais cholestérol, et on va essayer de faire en sorte que le patient ne dépasse pas un certain seuil. Les triglycérides, qui sont les lipides de stockage de l'énergie, sucre, alcool se transforment en triglycérides, si l'énergie qu'ils contiennent n'est pas utilisée directement après la prise alimentaire. L'excès de triglycérides dans le sang est un facteur de risque de la maladie athéromateuse. Concentrons-nous maintenant sur le ionogramme. Ici, vous avez tout un tas d'ions qui sont intéressants, qui sont importants. Dans la liste que j'ai proposée, que vous allez voir sur la diapo d'après, c'est toujours la même. Il faut reconnaître trois éléments déterminants. Quels sont les 3 ions à identifier dans cette longue liste et qui font partie, en général, du bilan ionique de base? Commençons par le sodium et le potassium, Na+, et K+, auquel on peut ajouter l'ion bicarbonate, HCO3-. À eux 3, ils forment les 3 ions les plus fréquemment demandés lors des bilans sanguins. Un petit zoom. Le sodium est associé à l'eau dans le corps. Il faut toujours penser à l'eau quand on pense au sodium. Trop de sodium dans le corps, c'est des œdèmes. C'est des œdèmes, mais aussi une hypervolémie. Car avec un excès de sel, un excès d'eau qui va se propager dans le milieu interstitiel, mais également dans le milieu sanguin. Et donc trop de volume sanguin égale une hypertension et un risque de fatigue cardiaque. Le potassium, lui, est associé à la contraction musculaire et notamment à la contraction musculaire cardiaque. Les écarts de la kaliémie peuvent donc provoquer des troubles de la contraction cardiaque et donc des arythmies. Attention, une erreur dans le calcul de dose sur l'injection de potassium que vous allez faire peut coûter très cher au patient. Et si votre erreur est très importante, vous pouvez même avoir un décès ou en tout cas un problème cardiaque important du patient. 3e ion intéressant, l'ion hydrogénocarbonate qui intervient dans l'équilibre acido-basique. Cet ion permet d'équilibrer la quantité d'ion H+ dans l'environnement, soit d'en libérer, soit d'en capter, selon l'ajustement qui est nécessaire s'il s'agit de faire remonter ou baisser le pH. Concentrons-nous maintenant sur le bilan de coagulation. 4 étapes sont décrites ici, de la gauche vers la droite, avec en 1 une plaie qui est générée. On voit qu'il y a une effusion de sang. Les globules rouges sont en train de s'échapper du vaisseau sanguin, c'est ce qu'on appelle une hémorragie. Elle n'est pas obligée d'être énorme, cette hémorragie, mais elle est là. Immédiatement, cette hémorragie met à nu, on va dire plutôt que la plaie met à nu les structures internes du vaisseau sanguin, et notamment le collagène. Ce collagène mis à nu va attirer les plaquettes. Vous voyez les petites cellules vertes qui se cachent entre les globules rouges. Ces plaquettes vont venir se coller les unes sur les autres, dans la brèche et les unes sur les autres, et ça va permettre de boucher le trou. Ici, nous avons donc l'hémostase primaire. On pourrait rajouter ici un petit réseau de fibrinogènes, molécule qui annonce la fibrine, mais qui n'est pas encore de la fibrine. Et on va retrouver cette fibrine dans le schéma numéro 3, qui est ici. Et pour passer du numéro 2 au numéro 3, ce qu'il faut, c'est transformer cet agrégat plaquettaire
en caillot. Et on va transformer cet agrégat en caillot en transformant le fibrinogène en fibrine. C'est tout l'enjeu de la coagulation. Et donc, ce que nous allons étudier, quand nous sommes en train d'étudier ici la coagulation, c'est ça. C'est l'étape qui permet de passer de là, d'un caillot qui n'est pas très solide, à un caillot qui est indestructible, sauf à utiliser la bombe atomique pour les caillots, c'est-à-dire la plasmine. De là à là, c'est toute la coagulation. Et ce que nous allons étudier, nous, à travers nos 3 facteurs, c'est la qualité de cette coagulation. Alors, dans la liste qui est ici, quels sont les 3 éléments qui témoignent de la vigueur de la coagulation du patient? Il y a le TP en premier, le TCA, temps de céphaline activé, et puis l'INR qui est un calcul. Voyons cela un petit peu en détail. 3 éléments qui nous permettent d'évaluer la capacité de coagulation du patient. En tout premier, le taux de prothrombine. Il est exprimé en pourcentage car il s'agit d'un calcul par rapport entre le sang du patient et le sang d'un témoin, d'un sang témoin qui nous sert de référence. Et donc, on fait la division et on voit si le TP du patient est plus haut ou plus faible. Un TP qui est plus faible signifie que le patient est décoagulé, donc ses capacités de coagulation sont moindres. Notons en passant que le TP est plutôt utilisé pour explorer la voie extrinsèque, celle qui se produit à l'extérieur du vaisseau sanguin. Alors que le TCA, le deuxième que nous avons ici, temps de céphaline activé, c'est une idée proche du précédent, sauf que la mesure là est exprimée en secondes. Donc on va comparer le temps qui est possible, qui est nécessaire au sang du patient pour coaguler par rapport au temps du patient normal, au temps du patient témoin, si vous voulez, avec un sang tout à fait normalement coagulé. Si jamais le temps de céphaline activé s'allonge, et donc on a un allongement du TCA, ça évoque un risque hémorragique, ou alors ça évoque que le patient est bien décoagulé, si c'était l'objectif. Et enfin, le dernier des 3, international normalised ratio, c'est le rapport du TP du patient sur le TP d'un sang témoin. Encore des comparaisons par rapport à un sang témoin. Il n'y a donc pas d'unité, on fait seulement le rapport de l'un sur l'autre, et le patient non traité, celui qui est censé être normal, a un INR à 1. Quand l'INR augmente, c'est que le TP du patient est un peu plus long, si vous préférez, et donc on va dépasser les 1, et on va avoir un patient qui est d'autant plus décoagulé que son INR augmente. Soit dit en passant, quand vous avez un patient qui est sous AVK en prévention d'une récidive de thrombose veineuse profonde ou de récidive d'embolie pulmonaire, son INR cible sera entre 2 et 3. Partie 2. Maintenant, nous allons explorer une fonction ou un organe en particulier. La distinction par rapport à la question précédente, c'est que dans la question précédente, nous étions en mode routine, en mode je recherche quelque chose sans avoir d'idée préconçue. Et j'explore. J'explore un peu la fonction rénale, j'explore un peu la fonction hépatique, j'explore un petit peu tout si vous voulez. Là, on va être plus précis et on va vouloir avoir un état des lieux assez complet, alors soit du choix, s'il s'agit d'étudier un organe, soit par exemple de la capacité du corps à fixer l'oxygène, et donc ce sera un bilan de l'anémie en quelque sorte. On va retrouver donc des éléments que nous avions déjà vus, mais qui vont être associés à des éléments complémentaires, puisque là, on est dans une recherche plus poussée, plus approfondie. Allons-y. Donc le bilan hépatique, mais maintenant, on le veut complet. Je rappelle les premiers éléments que nous avions, azatalate, gamma-GT et phosphatase alcaline. Qu'est-ce que je peux rajouter pour avoir un bilan hépatique complet? Il s'agira des 3 bilirubines. Bilirubine conjuguée, la libre, et la somme des deux qui forment la bilirubine totale. Quelques éléments de commentaire. Nous avions déjà évoqué azatalate, phosphatase alcaline et gamma-GT. Bon, ça c'est pour les 4 premiers.
Ajoutons que la bilirubine est le produit de dégradation de l'hémoglobine et que cette hémoglobine dégradée en bilirubine va passer dans la bile, fabriquée par le foie, qui va se retrouver dans le canal hépatique, puis qui va devenir canal cholédoque et se retrouver en partie pour une part dans le sang, hein, qui va colorer donc ensuite les urines, après le passage dans les urines, et l'autre partie, la plus importante, va se retrouver dans les selles. Quand vous avez une accumulation de la bilirubine dans le corps, c'est que le foie n'est plus capable de la déverser. Donc il y a un obstacle sur les voies biliaires, le pigment jaune, la bilirubine, s'accumule, ça forme un ictère, une jaunisse, et vous avez un patient qui présente une peau jaune, même la conjonctive, la sclère de l'œil est jaune, et donc c'est ça qu'on appelle un ictère. Et ça, donc, ça témoigne d'une stase de la bilirubine dans le foie. Explorons maintenant une anémie avec un bilan martial. On va le faire en plusieurs étapes. Commençons par repérer l'anémie la plus simple, avec ce que nous avions vu précédemment dans le bilan. Dans le bilan sanguin, nous avions vu hématie et hémoglobine. Pas assez d'hématie, pas assez d'hémoglobine, c'était l'anémie. Dans le bilan sanguin standard, dans la formule sanguine standard, quelquefois on peut avoir en plus deux éléments intéressants, l'hématocrite et le volume globulaire moyen, qui nous permettront d'avoir une estimation de la taille des globules rouges avec le VGM. Sont-ils petits, sont-ils moyens, sont-ils grands, microcytaires, normocytaires, macrocytaires. Et puis l'hématocrite, je vous rappelle, c'est le volume des globules rouges par rapport au volume total du sang, ce qui nous donne une indication assez intuitive de la quantité de globules rouges, sans passer par les millions par millimètre cube. Que rajouter à ce bilan d'anémie pour avoir quelque chose de plus précis, et notamment le bilan martial, c'est-à-dire le bilan du fer? Eh bien, dans les éléments qui sont ici, on va ajouter tout ce qui est en lien avec le fer. Le fer qui circule librement, le fer qui est stocké, et le fer qui est sur son transporteur. Nous aurons donc le fer qui circule, le fer sérique, la forme de stockage, la ferritine, la transférine qui est le transporteur, et l'élément qui nous permet de savoir si ce transporteur voyage bien chargé ou pas, le coefficient de saturation, la transférine. Donc la définition de l'anémie est biologique, c'est un taux d'hémoglobine inférieur à la norme, disons à peu près 12 grammes par décilitre pour les femmes, 13 grammes par décilitre pour les hommes. Le nombre de globules rouges est en général lui aussi inférieur à la norme, tout comme l'hématocrite. Tout est abaissé. En revanche, pour le volume globulaire moyen, on va s'intéresser à la taille des globules rouges, et en fonction de la taille des globules rouges, ça ne sera pas la même orientation étiologique, c'est-à-dire pas la même cause. Je peux vous donner l'exemple le plus simple que je peux vous donner, par exemple, c'est d'avoir une anémie macrocytaire, avec des gros globules rouges. Que se passe-t-il? Quelle peut être la cause? Les globules rouges sont fabriqués dans la moelle osseuse, c'est ce qu'on appelle l'érythropoïèse. Pour arriver à avoir assez de globules rouges pour fournir aux besoins de l'organisme, il faut d'intenses mitoses, d'intenses divisions cellulaires dans la moelle osseuse, et une maturation progressive des précurseurs pour qu'ils deviennent globules rouges. C'est là que peuvent intervenir plusieurs éléments qui créent des carences, qui créent des manques. Si vous manquez de vitamine B12, par exemple, vous allez avoir du mal à faire la multiplication des cellules. Ce n'est pas un problème de fer. Et donc, l'hémoglobine, vous êtes capable de la fabriquer. Seulement, vous n'avez pas assez de vitamines, donc vous n'avez pas assez d'éléments qui sont la structure même de l'ADN. Et donc, la moelle osseuse est un peu freinée quand il s'agit pour elle de multiplier le nombre des cellules. Comment faire pour arriver à faire beaucoup d'hémoglobine dans les cellules alors qu'on ne fait pas beaucoup de cellules? La réponse est assez simple quand on y réfléchit comme ça. C'est que
les globules rouges vont être de plus en plus gros. La moelle osseuse n'arrivant pas à faire assez de globules rouges pour pouvoir avoir assez d'hémoglobine et transporter l'oxygène, face à ce manque de globules rouges, elle les fabrique plus gros. Et donc, sur le bilan sanguin, on aura un volume globulaire moyen qui sera augmenté. Alors, on peut avoir le même type de raisonnement avec la microcytaire. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont comme ça diagnostiques. C'est plutôt du ressort du médecin, hein, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi on se met à doser le VGM. Pourquoi dit-on martial pour le bilan du fer? Alors, il y a le côté Mars pour la planète, mais c'est aussi un élément qui renvoie directement au fer, qui contient du fer. Voilà. Une carence martiale en médecine, c'est une carence en fer. Les éléments du bilan inflammatoire, strictement. Donc un bilan inflammatoire tout seul. Une seule réponse. Dans la liste qui est proposée ici, il s'agit de la CRP. Inflammatoire strictement, ça veut dire que je n'ai pas souhaité vous faire travailler sur l'infection. Seule l'inflammation compte. Bilan infectieux. Là, il y a deux éléments à cocher. Il va y avoir l'élément que nous venons de voir, puisque derrière toute infection, il y a inflammation. Donc la CRP sera présente. Que peut-il y avoir en plus? Notez sur cette diapositive la présentation de trois signes cliniques évidents de l'infection: les sueurs, l'hyperthermie et le frisson. Le patient a froid alors qu'il est peut-être à 38-39 degrés, 39,4 sur le thermomètre présenté ici par la soignante. Donc quel élément ajoutons-nous à la CRP? Nous avons ajouté les leucocytes. Les leucocytes qui sont les globules blancs, qui sont les défenseurs de l'organisme. Si vous avez plus de défenseurs, c'est que vous avez besoin de vous défendre. Cet excès de défenseurs prouve que vous êtes en train de vous défendre. Et si vous vous défendez, c'est que vous avez une infection. Donc CRP pour le côté inflammatoire, leucocyte pour le côté infection. La présence des leucocytes prouve donc la réponse immunitaire. Le bilan thyroïdien. Je n'ai pas résisté à vous mettre le petit schéma de la thyroïde, juste au devant de la trachée, en dessous le cartilage thyroïdien. Bilan thyroïdien, que mettons dedans? C'est évident, ce sont les hormones thyroïdiennes elles-mêmes, et TSH, qui est la molécule sécrétée par l'hypophyse pour dire à la thyroïde de travailler. Donc T3, T4 sont les hormones fabriquées par la thyroïde. Et si elles ne sont pas fabriquées par la thyroïde parce que le patient n'en a plus, ce qui arrive fréquemment, ablation de la thyroïde, thyroïdectomie, pour cause de cancer par exemple, ou pour cause de thyroïde devenue folle, devenue immaîtrisable et fabriquant contre toute régulation trop d'hormones, on va finir par devoir enlever cette thyroïde qui nous pose des problèmes. Que faire après pour le patient? Eh bien, on va lui donner les hormones dont il a besoin par médicament. C'est le lévothyrox. T3, T4. Et donc la TSH, elle, est sécrétée par l'hypophyse en fonction des besoins de l'organisme. L'hypophyse commande la thyroïde, le messager, c'est la TSH. D'un point de vue très simple, si vous avez trop peu de T3, T4, vous êtes en hypo. Si vous avez trop de T3, T4, vous êtes en hyperthyroïdie. Des signes sont associés, mais je ne m'étends pas plus spécialement ici. Souvenez-vous simplement que la thyroïde accélère l'organisme quand elle est en excès et qu'elle freine l'organisme quand elle est en défaut. C'est valable pour l'humeur, le transit, la chaleur, c'est valable pour plein de choses.
Quand la TSH est haute, cela veut dire que l'hypophyse veut que la thyroïde travaille plus. En effet, la thyroïde est commandée par l'hypophyse à coup de TSH. S'il y a plus de TSH, c'est que l'hypophyse trouve qu'il n'y en a pas assez de T3, T4. Et donc elle est en train de demander à la thyroïde d'intensifier sa production avec TSH. Cela témoigne donc d'une hypothyroïdie. À l'inverse, si la TSH est basse, cela témoigne que l'hypophyse estime qu'il y a assez de T3, T4 dans l'environnement corporel et qu'il n'est pas nécessaire que la thyroïde travaille. Elle va donc diminuer la stimulation de la thyroïde. Ça veut dire que le patient a trop d'hormones thyroïdiennes. Il est en hyperthyroïdie. Cette hyperthyroïdie peut être due à une thyroïde devenue folle s'il a encore sa thyroïde. Elle peut être également due à un excès de médicaments. Ça revient exactement au même. Et puis je peux le prendre dans l'autre sens. L'hypothyroïdie, donc le déficit en T3, T4, peut être dû à une thyroïde fatiguée, une thyroïde atteinte par une maladie inflammatoire ou auto-immune par exemple. Et donc, être incapable pour elle de produire suffisamment de T3, T4 pour les besoins de l'organisme. Et puis si le patient n'a même plus de thyroïde, d'où vient le T3, T4? C'est le médicament qui les apporte. Et donc une hypothyroïdie, dans ces cas-là, serait un apport insuffisant en médicaments. Le patient ne serait pas assez dosé. Voilà les explications. Un suivi du diabète, on en veut deux. Très simple. Le plus simple, évidemment, le glucose, taux de sucre dans le sang, donc la glycémie. Et puis, celle que nous avions vue dans les 43 éléments, dans le bilan, dans le test précédent, avec cette hémoglobine glyquée qui nous permet d'avoir le reflet sur 3 mois, une glycémie moyenne sur 3 mois du patient, exprimée en pourcentage. C'est un bon indicateur de la régularité de l'observance du régime et du traitement par le patient. Ainsi, par exemple, vous pourriez avoir un patient qui, quelques jours avant la prise de sang, qui est prévue de longue date peut-être, se met à être un petit peu plus sérieux, que ce soit volontaire ou non, hein, mais il est un petit peu plus sérieux dans son alimentation, hein, il suit mieux son régime diabétique, il est peut-être également plus sérieux quant à la prise de ses médicaments, qui sait, et il se présente à la prise de sang, et à la prise de sang, on détecte une glycémie à jeun qui est bonne. Et donc, le patient vient chez son endocrino ou chez son médecin traitant, et là, échange entre les deux personnes, bravo, vous êtes bien régulier dans votre traitement, c'est très bien, continuez comme ça. Voilà. Et pourtant, le patient passe son temps à faire des écarts. Comment savoir que le patient fait des écarts? C'est là que l'hémoglobine glyquée, notée HbA1c sur les bilans sanguins, nous donne toute satisfaction puisqu'elle nous permet d'avoir le taux sanguin moyen en sucre sur 3 mois. Les globules rouges, hein, c'est en lien avec l'hémoglobine. Les globules rouges ont l'hémoglobine. L'hémoglobine peut capter le sucre qu'il y a dans le sang et elle le capte d'autant plus qu'il y en a. Et donc, les hématies vont se charger légèrement en sucre. Je dose la quantité d'hématies sucrées, l'hémoglobine qui est sucrée, l'hémoglobine glyquée, et j'ai la valeur moyenne du sang sur 3 mois. Et donc, le même patient qui arriverait chez son médecin avec une glycémie le jour J impeccable, eh bien, s'il n'était pas observant de son traitement, peut-être aurait-il un excès d'hémoglobine glyquée, et donc serait peut-être au-delà de ce qui est recommandé, c'est-à-dire à peu près entre 7 et 7,5%, c'est ce qui est recommandé. Peut-être serait-il à 8, 9, 10. Et là, ça voudrait dire qu'il n'est pas du tout régulier dans son régime diabétique en moyenne. Bilan cardiaque. Là, on ne cible pas une pathologie en particulier, on veut 3 éléments qui contribuent à évaluer le cœur. J'en veux 3 par rapport à la liste qui est proposée. BNP, qui signe une insuffisance cardiaque, troponine, qui va nous cibler un problème coronarien aigu, de type syndrome coronarien aigu, infarctus massif, si vous voulez, transmural, et la LDH, qui témoigne d'une lyse cellulaire, dont une lyse cardiaque. BNP, donc,
Nous en avions parlé déjà longuement dans le test numéro 1, je n'y reviens pas plus que ça. Ça prouve que le cœur est en train de se défendre contre une hypervolémie en sécrétant cette BNP qui a des pouvoirs diurétiques. La troponine, c'est le reflet de la mort cellulaire cardiaque, de cellules cardiaques. On retrouve de la troponine si les cellules cardiaques sont mortes, et les cellules sont mortes si elles ont eu un infarctus. Et enfin, la LDH, c'est un petit peu la même chose que le précédent, sauf que ça n'est pas tout à fait spécifique du cœur. Voilà. Beaucoup d'autres organes peuvent libérer de la LDH en cas de pathologie. Troisième partie maintenant, des bilans biologiques spécifiques. Il y aura généralement dans ces questions beaucoup moins d'éléments à traiter. Je veux la bonne réponse pour la pathologie précise. Allons-y. Infarctus. Quelle est la molécule de l'infarctus? Molécule de l'infarctus? Troponine. J'ai rien à ajouter aux questions précédentes. La molécule de l'insuffisance cardiaque. J'en veux qu'une. Dans la liste ici, c'est la BNP. Je n'ai rien à ajouter de plus aux explications précédentes. Souvenons-nous simplement que le BNP était un diurétique naturel. Élément de recherche d'un thrombus. Je n'en veux qu'un. Qu'est-ce qui signe la présence d'un thrombus, ou en tout cas qui peut signer la présence d'un thrombus dans un bilan sanguin? Des dimères. Les dimères sont le produit de dégradation de la fibrine. Ici, sur cette diapositive, vous retrouvez l'ensemble des 3 étapes qui nous permettent de décrire l'hémostase. Hémostase primaire en haut, hémostase primaire au milieu, hémostase tertiaire. L'hémostase tertiaire, c'est la fibrinolyse. C'est quand le corps se met à détruire le caillot. Cela prend un certain temps, ça se déclenche entre 24 et 48 heures. Le temps suffisant pour le corps pour réparer la brèche qui avait causé l'hémorragie. Et quand cette brèche est colmatée, le caillot ne sert plus à rien, il faut le détruire. C'est la phase de fibrinolyse. On utilise de la plasmine. La fibrine qui est détruite par la plasmine donne plein de petits éléments très très petits, les dédimères, qu'on voit sur le schéma ici, à droite sur le schéma. Voilà. Ces dédimères, s'ils sont présents, signent la présence d'un caillot. Le syndrome de Cushing, l'hypercorticisme, que dose-t-on quand on a un patient qui a ce tableau? Vous voyez ici, vous avez des vergetures qui sont importantes sur le ventre, des ecchymoses faciles, une obésité abdominale et un dépôt de matière grasse sur le cou, ce qu'on appelle aussi la boule de bison. Qui est en cause? On le voit ici sur le schéma en bas à droite. On voit qu'il y a ici une surrénale qui est surbrillante. Eh bien, c'est un problème de surrénale et plus précisément de cortico-surrénale. Donc on approche un hypercorticisme cortico-surrénal. C'est donc bien le cortisol dont on parle. Cortisol 8 heures. Hein. Donc ce cortisol 8 heures, c'est l'hormone sécrétée par la cortico-surrénale, c'est l'hormone du stress. C'est l'hormone qui permet au corps de se défendre contre un stress. Elle va modifier la répartition de la masse graisseuse. Elle va amincir la peau, fragilité du système immunitaire, provoquer des œdèmes en conservant le sel pour augmenter la tension artérielle. Bref, vous avez ici un tableau clinique assez particulier. Et quand un patient se présente comme ça, eh bien le médecin doit penser à doser le cortisol. On dose le cortisol le matin à 8 heures parce que le pic naturel de cortisol, puisque c'est une molécule qui va réveiller l'organisme, le corps sécrète, la surrénale sécrète ce cortisol le matin. Donc on va doser le cortisol le matin pour voir quel est le taux du patient. Et si on trouve rien de particulier, on pourrait le doser à d'autres moments de la journée pour voir si le patient n'a pas un dérèglement dans sa sécrétion de cortisol. Mais ça ne serait pas pour expliquer un tableau clinique comme celui qu'on a sur la photo. Ça serait plutôt pour expliquer des insomnies bizarres, en fait. Et donc, on pourrait se demander si le patient n'a pas un pic de cortisol dans l'après-midi plutôt que de l'avoir le matin, ce qui expliquerait les insomnies du patient. Le patient serait incapable de dormir à 22 heures puisqu'il a eu son pic de cortisol quelques heures avant.
Le risque hémorragique. Je veux 4 éléments. Ici, vous avez des manifestations de saignement, l'épistaxis, la gingivorragie et les hématomes. Dans le bilan sanguin, que cherche-t-on? 4 éléments. 4 éléments qui vont nous être très utiles. On va commencer par les plaquettes, qui témoignent de l'hémostase primaire. Pas de plaquettes, pas de clous plaquettaires, pas la suite. Mais une fois qu'on a les plaquettes et qu'il y a un clou plaquettaire, souvenons-nous, ce clou plaquettaire, pour utile qu'il soit pour colmater la brèche, n'est pas très solide. Il faut transformer ce clou plaquettaire en véritable caillot de fibrine. C'est tout l'intérêt, derrière, de toute la coagulation. Et les 3 éléments qui sont en haut sur la diapositive, INR, TCA et TP, témoignent de la capacité du patient à coaguler. Taux de prothrombine, temps de céphaline activée, internationalisé, normalisé de ratio. Un petit peu de détail, le TP, c'est le taux de prothrombine. Sa valeur est exprimée en pourcentage. On regarde la capacité du patient à coaguler par rapport à un sang témoin qui serait parfait. C'est la voie extrinsèque plutôt que l'on regarde ici. Le TCA, c'est plutôt la voie intrinsèque, temps de céphaline activée. L'unité est en secondes et on va comparer la vitesse à laquelle le sang du patient coagule par rapport à un sang témoin. Et le dernier, l'INR, international normalisé de ratio, c'est le rapport du TP du patient sur le TP d'un sang témoin. Si le patient n'a aucun problème de coagulation et s'il n'est pas traité par antivitamine K, par exemple, son INR doit être égal à 1. Si vous avez un patient qui est traité par AVK, son INR cible doit être supérieur, c'est-à-dire qu'il est moins coagulé que le sang du témoin, entre 2 et 3. Et enfin, pour finir la diapositive, les plaquettes, qui sont le premier acteur nécessaire à l'hémostase. L'agrégation plaquettaire aboutit au caillot de fibrinogène, qui va évoluer en fibrine au cours de la coagulation. Il faut les deux pour avoir une belle coagulation. L'élément qui nous permet de diagnostiquer soit la grossesse chez une femme, soit un cancer du testicule chez un homme, c'est le HCG, le bêta-HCG, dit-on également. C'est l'hormone chorionoïque gonadotrope, caractéristique de la grossesse pour la femme et caractéristique du cancer du testicule pour l'homme. Élément de lyse tissulaire, qu'est-ce qu'on peut doser pour prouver que nous avons une destruction tissulaire quelque part? C'est un élément que nous avions déjà vu tout à l'heure quand nous avons évoqué le bilan cardiaque. Mais là, on ne va pas se cibler sur le cœur. Lactate, LDH. Lactate déshydrogénase, donc quand il y a une lyse tissulaire, la LDH augmente. Si cette lyse tissulaire a lieu dans l'infarctus, bien évidemment, on aura une LDH à cause de l'infarctus. Mais ça peut également être expliqué par une hépatite, une embolie pulmonaire, des maladies musculaires ou une atteinte aiguë du rein au cours d'une insuffisance rénale aiguë. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette montée de la LDH. On l'avait cité tout à l'heure, en complément de la troponine et de la BNP comme étant un des marqueurs cardiaques. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Je conclurai en disant que la maîtrise du bilan sanguin est une étape indispensable à votre formation. L'étude du bilan sanguin vous permet de répondre aux questions suivantes. Mon patient prend du paracétamol pour la douleur, mais ce médicament est hépatotoxique. Comment est le foie de mon patient? Mon patient est dénutri. Le médecin a prescrit des compléments alimentaires. Le traitement est commencé depuis 15 jours. Est-ce qu'il y a des progrès? Mon patient est fatigué, essoufflé, pâle. Ne serait-il pas anémié? Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions en mode réflexe, c'est-à-dire en répondant immédiatement, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est qu'il vous faut travailler encore. Rendez-vous sur le site monifienligne.fr pour trouver les liens vers les tests d'entraînement à faire et à refaire. Bon travail!